Ma précédente chronique démarrait avec la déesse Clotho, et elle vous menait à la découverte d'une protéine de jouvence. Dans cette nouvelle chronique, je vous conduirai du dieu grec Hermaphrodite aux testicules féminisants. Pour démarrer cette chronique, remontons d'abord au tout début du 1er siècle, au moment où le poète latin Ovide écrit les Métamorphoses, une œuvre poétique composée de 12 000 vers. Dans ce long poème épique, Ovide relate de très nombreux récits issus de la mythologie grecque et romaine, et dans lesquels il est question de métamorphoses, comme par exemple celle de Zeus qui se transforme en taureau pour enlever la princesse Europe. Cette grande œuvre poétique d'Ovide, reconnue dès l'Antiquité, est devenue un classique de la littérature latine. Elle a été traduite dans le monde entier et elle est considérée aujourd'hui comme un monument majeur de la culture européenne. Parmi les nombreux personnages de la mythologie grecque qu'Ovide évoque dans son long poème, il y a les nymphes, qui sont des divinités secondaires, personnifiant les forces vives de la nature. Les nymphes sont les compagnes d'Artémis, la déesse grecque de la nature et de la chasse, qui correspond à Diane la chasseresse dans la mythologie romaine. On distingue les nymphes en fonction de leur habitat naturel. Et par exemple, les naïades sont les nymphes des eaux douces. Dans le livre 4 des Métamorphoses, Ovide nous présente une naïade atypique appelée Salmacis. Contrairement aux autres naïades, Salmacis ne tire pas à l'arc, elle n'aime pas la chasse et elle passe son temps seule à cueillir des fleurs, se baigner et regarder son reflet dans l'eau. C'est la seule nymphe qui ne connaît pas Artémis. Cette belle naïade vit seule près d'une petite source d'eau située en Carie, une région de l'Asie mineure localisée actuellement en Turquie. Et dans ce livre 4 des Métamorphoses, le poète Ovide va nous expliquer pourquoi cette source d'eau de la région de Carie est devenue maudite après que Salmacis y ait rencontré le dieu Hermaphrodite. Dans la mythologie grecque, le dieu Hermaphrodite est le fils de deux divinités. Son père est le dieu Hermès, le messager des dieux, qui correspond à Mercure dans la mythologie romaine. Sa mère est la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour, qui est assimilée à Vénus dans la mythologie romaine. Le nom d'Hermaphrodite est donc composé à partir de celui de ses deux parents. Hermaphrodite est né dans une grotte du mont Ida, en Troade, une région de l'Asie mineure située dans l'actuelle Turquie. Hermaphrodite hérite à sa naissance de la beauté de ses parents et il est élevé par des nymphes sur le mont Ida. Puis, devenu adolescent, il décide de quitter sa terre natale pour découvrir d'autres contrées d'Asie mineure. Et son voyage va l'amener de la Troade jusqu'à la Carie et il va découvrir la source fraîche où vit la charmante naïade Salmacis. Tandis qu'Hermaphrodite s'approche de cette source pour s'abreuver, Salmacis le repère et elle s'éprend aussitôt de lui. Elle l'aborde alors, puis s'offre à lui. Mais Hermaphrodite ignore tout de l'amour et la repousse vivement. La nymphe fait alors semblant de s'éloigner et se cache dans les forêts. Le garçon, se croyant seul, se déshabille pour se baigner dans l'eau claire de la source. Mais quand Salmacis le voit si beau dans sa nudité, elle ne parvient pas à se maîtriser et elle le rejoint dans l'eau. Salmacis
se colle à Hermaphrodite malgré les efforts que le jeune garçon fait pour lui échapper. Elle resserre alors son étreinte en implorant les dieux de les unir tous les deux à jamais. Et son vœu sera aussitôt exaucé. Les corps d'Hermaphrodite et de Salmacis s'entremêlent alors et fusionnent en un seul être androgyne, à la fois masculin et féminin. Et selon le poème d'Ovide, Hermaphrodite va obtenir de ses parents divins que soit transformé en androgyne tout homme qui entre en contact avec les eaux de cette source qui est donc dotée depuis ce temps du pouvoir maléfique de déviriliser tout homme qui s'y baigne. Ainsi, le poète Ovide nous explique comment Hermaphrodite est devenu un être bisexué, et le terme d'hermaphrodite est classiquement utilisé pour qualifier un organisme qui est à la fois mâle et femelle. Le personnage d'Hermaphrodite a été un fréquent sujet d'inspiration pour les artistes en sculpture. La représentation la plus célèbre est celle d'Hermaphrodite endormi, une statue de la Grèce antique. En observant cette statue de face, on observe bien les attributs masculins d'Hermaphrodite, mais vu de dos, le corps d'Hermaphrodite montre une grâce et des courbes très féminines. Quittons maintenant la mythologie grecque et entrons dans le monde de la biologie pour explorer le processus de formation de notre système reproducteur. C'est au moment de la fécondation, c'est-à-dire de l'union des gamètes, que va être déterminé notre sexe génétique par l'intermédiaire des chromosomes sexuels. La cellule sexuelle femelle ou ovule contient toujours un chromosome X, alors que le spermatozoïde peut contenir soit un chromosome X, soit un chromosome Y. C'est donc le spermatozoïde X ou Y qui va déterminer le sexe génétique du futur embryon. Si le spermatozoïde contient un chromosome X, on obtiendra une cellule œuf XX qui conduira à l'obtention d'un individu de phénotype féminin. Mais si le spermatozoïde contient un chromosome Y, la cellule œuf contiendra les chromosomes sexuels X et Y, et l'individu issu du développement de cet œuf sera de phénotype masculin. Alors que la détermination du sexe génétique est réalisée au moment de la fécondation, la différenciation de nos systèmes génitaux se fait ensuite pendant notre vie intra-utérine. Notre système reproducteur commence à se former à partir de la 4e semaine de développement, mais il est au départ indifférencié, c'est-à-dire qu'aucune différence n'est encore visible entre le système reproducteur mâle ou femelle. Cette ébauche indifférenciée du système génital contient deux gonades primitives qui se forment par un épaississement de la paroi du rein embryonnaire transitoire. Ces ébauches gonadiques sont bipotentielles, c'est-à-dire qu'elles pourront former soit des testicules, soit des ovaires. Ces gonades indifférenciées renferment deux types de cellules, des cellules germinales primordiales qui sont les précurseurs des futures cellules sexuelles matures de l'individu, et des cellules somatiques qui ne sont pas destinées à devenir des cellules sexuelles et qui vont entourer les cellules germinales. Le reste du système génital est encore indifférencié et il est constitué par des canaux symétriques et parallèles que sont les deux canaux de Wolff qui seront à l'origine des voies génitales mâles et les deux canaux de Müller qui seront à l'origine des voies génitales femelles. Ces deux paires de canaux se terminent au niveau du sinus urogénital. De même, quel que soit le sexe génétique, avant la différenciation sexuelle de la gonade,
Les organes génitaux externes qui se forment sont également indifférenciés et donc communs aux deux sexes. La différenciation de l'ébauche gonadique en testicule ou en ovaire est l'événement le plus précoce dans la différenciation sexuelle de notre système génital. Puis, selon que la gonade s'est différenciée en testicule ou en ovaire, les voies génitales et les organes génitaux externes vont évoluer différemment au cours du développement. Dans l'embryon génétiquement mâle, la présence d'un chromosome Y va déclencher la mise en route du programme de différenciation testiculaire. Dans la gonade de l'embryon mâle, les cellules somatiques qui entourent les cellules germinales vont exprimer le gène SRY qui est présent sur le chromosome Y. Et en conséquence, vers la 7e semaine de développement, ces cellules somatiques vont se différencier en cellules de Sertoli. Puis, lors de la 8e semaine, se différencient dans la gonade d'autres cellules somatiques appelées les cellules de Leydig. La gonade primitive est ainsi devenue un testicule dont deux types de cellules vont produire des hormones. Les cellules de Sertoli vont produire l'AMH ou hormone antimullérienne, puis les cellules de Leydig vont produire la testostérone. L'hormone antimullérienne sécrétée par les cellules de Sertoli du testicule fœtal est une hormone de nature protéique qui va entraîner la régression des deux canaux de Muller, empêchant ainsi la formation de voies génitales femelles. La testostérone produite par les cellules de Leydig du testicule fœtal est une hormone de nature stéroïde qui va maintenir et masculiniser les deux canaux de Wolff, permettant ainsi la formation des deux épididymes, des deux canaux déférents et des deux vésicules séminales. L'action de la testostérone sur le sinus urogénital va permettre la formation de la prostate, mais aussi de l'urètre masculin qui est à la fois une voie urinaire et génitale. La testostérone fœtale induit aussi la masculinisation des organes génitaux externes, conduisant ainsi à la formation et à la croissance du pénis et du scrotum. Ainsi sont progressivement acquis, au cours de la vie intra-utérine, les caractères sexuels primaires masculins, composés de voies génitales masculines, de glandes associées masculines et d'organes génitaux externes masculins. L'AMH est la première hormone testiculaire produite et nous avons vu que son effet était de déclencher la régression active des deux canaux de Muller. Mais la testostérone reste l'hormone testiculaire majeure dans la virilisation du système génital. Notons que les organes génitaux externes, indifférenciés au départ, subissent sous l'action de la testostérone un remaniement important conduisant à la formation du pénis et du scrotum, mais les testicules qui se sont formés dans la cavité abdominale de l'embryon ne sont pas encore logés dans le scrotum ni connectés aux voies génitales. La testostérone est une hormone qui va participer à la descente des testicules au cours de la vie fœtale, ce qui conduit les testicules à occuper leur position scrotale et à se connecter aux voies génitales. On peut observer chez certains hommes des cas de cryptorchidie, ce qui signifie étymologiquement testicules cachés, parce que leurs testicules ne sont pas descendus. Et on va opérer précocement ces enfants afin que leurs testicules occupent la position scrotale qui est nécessaire à leur fertilité future. Notons qu'un testicule non descendu présente aussi un risque accru de développer un cancer. Décrivons maintenant la mise en place du système génital féminin.
Chez les individus génétiquement femelles, c'est-à-dire XX, en l'absence de chromosome Y et donc en l'absence de gène SRY, le programme de différenciation testiculaire ne peut plus être mis en route. Et un autre programme mettant en jeu des gènes spécifiques entraîne alors la différenciation des gonades primitives en ovaires. Contrairement aux testicules, les ovaires formés ne contiennent ni cellules de Sertoli ni cellules de Leydig et ils ne sont donc producteurs ni d'AMH ni de testostérone. L'absence d'AMH empêche alors les canaux de Müller de régresser et ces deux canaux vont alors former les deux trompes, l'utérus et le tiers supérieur du vagin. L'absence de testostérone entraîne au contraire la régression spontanée des deux canaux de Wolff, empêchant ainsi l'obtention de voies génitales mâles. Et en l'absence de testostérone, le sinus urogénital va former les deux tiers inférieurs du vagin. En l'absence de testostérone, les organes génitaux externes vont donc subir une différenciation femelle où les transformations restent mineures par rapport au stade indifférencié de départ. Cette différenciation conduit notamment à la formation du clitoris et des petites et grandes lèvres qui bordent l'orifice vaginal et l'orifice urinaire. Les caractères sexuels primaires masculins ou féminins sont donc acquis avant la naissance. Puis, à la puberté, vont apparaître les caractères sexuels secondaires qui accentuent les différences entre les garçons et les filles. Ainsi, chez l'homme, à partir de la puberté, les cellules de Leydig du testicule adulte vont produire une grande quantité de testostérone. Et cette hormone est impliquée dans la croissance osseuse et musculaire, dans la croissance des organes génitaux externes, dans l'apparition des pilosités faciales, axillaires et pubiennes. La testostérone permet aussi la mise en route et le maintien de la spermatogénèse en activant dans le testicule les cellules de Sertoli, qui sont des cellules nécessaires à la production des spermatozoïdes. La testostérone permet non seulement l'activation du système génital, mais aussi l'apparition et le maintien du comportement sexuel masculin. Chez la femme, ce sont les estrogènes produits par les ovaires qui vont entraîner, lors de la puberté, la mise en place des caractères sexuels secondaires tels que l'élargissement du bassin, une répartition du tissu adipeux au niveau des hanches et des cuisses et un développement des seins. Notons que les ovaires et les glandes surrénales de la femme produisent aussi une petite quantité de testostérone. Et comme chez l'homme, c'est la testostérone qui permet, lors de la puberté féminine, le développement des pilosités axillaires et pubiennes. Lors de la puberté, chez la fille, les estrogènes vont aussi permettre la croissance des os, des organes génitaux externes et de l'utérus, ainsi que l'activation du désir sexuel. La mise en route de la cyclicité du système génital féminin démarre à la puberté. Les premiers cycles ovariens se mettent en place et ils vont déterminer la cyclicité de l'utérus qui se manifeste par l'apparition des premières règles. Revenons maintenant à la testostérone et plus précisément au mode d'action de cet androgène. La testostérone est une hormone stéroïde produite dans le testicule par les cellules de Leydig à partir du cholestérol. Et comme toutes les hormones stéroïdes, la testostérone est une molécule hydrophobe qui n'aime pas l'eau, ou encore lipophile qui aime les lipides. Dans le plasma, cette hormone circule sous forme liée à l'albumine
ou bien liée à une autre protéine de transport appelée la SHBG. Seule la forme libre de la testostérone constitue l'hormone active. En raison de son caractère lipophile, la testostérone peut traverser la membrane plasmique et entrer dans le cytoplasme des cellules cibles. Dans certains types cellulaires, la testostérone va agir en se fixant directement au récepteur des androgènes qui est présent dans le cytoplasme des cellules cibles. La testostérone constitue alors le ligand du récepteur des androgènes. Ce récepteur, lié à la testostérone, va ensuite entrer dans le noyau, se fixer sur l'ADN et contrôler la transcription de gènes cibles. C'est par exemple par ce mode d'action que la testostérone fœtale maintient et masculinise les canaux de Wolff. Les cellules cibles de la testostérone peuvent contenir une enzyme appelée la 5-alpha réductase qui va convertir la testostérone en un autre androgène, la dihydrotestostérone ou DHT, laquelle est aussi un ligand du récepteur des androgènes. Et la DHT se fixe sur le récepteur des androgènes avec une beaucoup plus grande affinité que la testostérone, ce qui fait de la DHT un androgène plus puissant que la testostérone. Le récepteur des androgènes lié à la DHT va ensuite entrer dans le noyau, se fixer sur l'ADN et contrôler la transcription de gènes cibles. C'est par exemple par ce mode d'action que la testostérone fœtale masculinise le sinus urogénital et les organes génitaux externes. La testostérone peut donc agir directement, sans être convertie, ou bien elle peut être transformée en un autre androgène qui est la DHT, mais la testostérone peut aussi être convertie dans certaines cellules cibles en estrogène par l'action d'une enzyme appelée l'aromatase. Et l'estrogène issu de cette transformation est une hormone stéroïde qui va alors se fixer et activer le récepteur des estrogènes. Ainsi, la plus grande partie de l'effet de la testostérone sur la croissance osseuse lors de la puberté masculine provient des estrogènes issus de l'aromatisation de la testostérone en estrogène. Présentons maintenant le récepteur des androgènes. Ce récepteur appartient à la famille des récepteurs des hormones stéroïdes, à laquelle appartient par exemple aussi le récepteur des estrogènes. Le récepteur des androgènes est aussi un membre de la superfamille des récepteurs nucléaires, dans laquelle on trouve par exemple aussi le récepteur de l'hormone thyroïdienne. Le récepteur des androgènes est codé par un gène situé sur le bras long du chromosome X. Ce récepteur des androgènes est constitué, comme l'ensemble des récepteurs à action nucléaire, par une succession de domaines. Dans la partie N-terminale du récepteur des androgènes, on trouve notamment une séquence AF1 impliquée dans la capacité du récepteur des androgènes à activer la transcription de gènes cibles. La région centrale du récepteur des androgènes constitue le domaine de liaison à l'ADN et il est fortement conservé au sein de la grande famille des récepteurs à action nucléaire. Ce domaine central contient 2 doigts à zinc, la boîte P du premier doigt à zinc est impliquée dans la reconnaissance spécifique d'une séquence d'ADN qu'on appelle un ARE ou élément de réponse aux androgènes, séquence présente dans les gènes cibles des androgènes. La boîte D du second doigt à zinc est impliquée dans la dimérisation du récepteur des androgènes. La région charnière de ce récepteur contient un signal de localisation nucléaire du récepteur permettant au récepteur des androgènes lié à son ligand d'être transloqué dans le noyau, c'est-à-dire d'entrer à l'intérieur du noyau. Dans la région C-terminale du récepteur des androgènes, on trouve notamment le site de liaison au ligand pouvant fixer la testostérone
ou mieux encore, la DHT. Cette région contient aussi un signal d'exportation nucléaire du récepteur, ainsi qu'une séquence AF2 impliquée dans la capacité du récepteur des androgènes à activer la transcription de gènes cibles. La voie classique de signalisation mise en jeu par le récepteur des androgènes est représentée ici à gauche. En l'absence de ligand, la stabilité du récepteur des androgènes dans le cytoplasme est assurée par un complexe de protéines chaperones incluant la protéine de choc thermique HSP90. L'hormone androgène, c'est-à-dire la testostérone ou la DHT, va se fixer sur le récepteur des androgènes, ce qui conduit notamment à la dissociation de la protéine HSP90 et au recrutement sur le récepteur de la petite protéine HSP27, qui favorise la translocation nucléaire du récepteur des androgènes, puis sa fixation sous forme de dimère aux séquences ARE. L'homodimère, formé par deux récepteurs des androgènes liés chacun à leur ligand, va alors interagir avec d'autres protéines nucléaires qui peuvent être soit des coactivateurs, soit des corépresseurs, conduisant ainsi à activer ou à réprimer la transcription de gènes cibles. Une autre voie de signalisation du récepteur des androgènes, qualifiée de voie non génomique, est représentée ici à droite. Dans ce cas, le récepteur des androgènes reste dans le cytoplasme après la stimulation par son ligand androgénique. Et ce récepteur va alors activer d'autres voies de signalisation intracellulaires qui convergent vers la voie des MAP kinases de type ERK et aboutissent finalement à l'activation de facteurs de transcription. En 1957, John McLean Morris publie pour la première fois une description complète d'un étonnant et rare syndrome appelé au départ le syndrome du testicule féminisant. Un syndrome est un ensemble de signes cliniques et de symptômes. Les sujets atteints par ce syndrome présentent les caractéristiques suivantes. Leur karyotype est 46XY, c'est-à-dire que leur nombre de chromosomes est normal et leur sexe génétique est masculin. Mais de façon tout à fait surprenante, les caractères apparents de ces sujets sont féminins. Ces sujets ont donc un génotype masculin, mais un phénotype féminin. À la naissance, leurs organes génitaux externes sont féminins, ce qui permet de les identifier comme des filles. Lors de la puberté, les caractères sexuels secondaires qui apparaissent sont aussi de type féminin, avec un développement harmonieux des hanches et des seins. Ces patientes sont très souvent de belles femmes, comme l'est par exemple Eden Atwood, une chanteuse et actrice américaine atteinte de ce syndrome. Mais, chez ces sujets, à la puberté, les pilosités axillaires et pubiennes ne se développent pas et il n'y a pas d'apparition de règles. De plus, ces patientes n'ont pas d'utérus et leur vagin est en général court, se terminant en cul-de-sac aveugle. Une exploration histologique de leurs gonades montre que leurs glandes génitales ne sont pas des ovaires, mais des testicules. En effet, la présence d'un chromosome Y et donc du gène SRY que ce chromosome porte a permis chez l'embryon une différenciation testiculaire des ébauches gonadiques. Notons que ces testicules sont fonctionnels d'un point de vue endocrine et on détecte en effet chez ces patientes de fortes concentrations plasmatiques de testostérone. Cependant, ces sujets présentent une cryptorchidie et les testicules ne seront pas capables de produire des spermatozoïdes. En 1957, Morris émet l'hypothèse que les testicules de ces patientes produisent une hormone exerçant un effet féminisant sur le corps, d'où le nom de testicules féminisants donné à ce syndrome. Mais on sait aujourd'hui que ce syndrome est en fait dû à une insensibilité totale aux androgènes, c'est-à-dire à une absence
ou une anomalie de fonctionnement du récepteur des androgènes. La testostérone est bien produite par les testicules de ces patientes, mais la testostérone reste incapable d'exercer ses effets. Ainsi, la testostérone est sécrétée par les testicules fœtaux, mais elle ne permet plus de maintenir et de masculiniser les canaux de Wolff, si bien que les voies génitales masculines ne se forment pas. La testostérone fœtale ne peut pas non plus masculiniser le sinus urogénital et les organes génitaux externes, et la différenciation de ces structures est donc féminine. Cette impossibilité qu'a la testostérone d'agir durant la vie fœtale contribue aussi à la cryptorchidie de ces patientes. Mais le testicule fœtal produit aussi l'AMH, l'hormone qui induit la régression des canaux de Muller, ce qui explique que ces patientes soient dépourvues d'utérus. Et comme il n'y a ni ovaire ni utérus, il ne peut pas y avoir d'apparition de règles à partir de la puberté. L'activité de production de testostérone par les testicules de ces patientes va augmenter au moment de la puberté, comme c'est normalement le cas au cours d'une puberté masculine, mais là encore, la testostérone ne va pas pouvoir exercer ses effets, ce qui explique que ces sujets ne développent pas de pilosité axillaire ou pubienne au moment de la puberté. Notons que ces patientes ont non seulement de forts taux sanguins de testostérone, mais leur sang contient aussi des estrogènes. En effet, la testostérone produite par leurs testicules peut être convertie, par exemple dans le testicule ou le foie, en estrogène par l'action de l'enzyme aromatase. Et ces estrogènes sanguins vont favoriser à la puberté le développement des hanches et des seins, mais aussi vont permettre la croissance osseuse. Nous avons vu dans la seconde chronique de cette série que les activités des testicules de l'adulte sont soumises à une activation constante par les hormones gonadotropes produites par l'adénohypophyse, hormones appelées FSH et LH. Et comme la testostérone exerce en retour un frein constant sur la production de ces hormones gonadotropes, les taux sanguins de FSH et de LH sont normalement bas chez l'homme. Mais chez ces patientes, l'insensibilité aux androgènes ne permet plus à la testostérone d'exercer ce rétrocontrôle négatif, ce qui explique leur taux sanguin élevé d'hormones gonadotropes et de testostérone. Chez ces patientes, il est conseillé d'enlever les testicules après la puberté afin d'éviter le risque de cancer dû à la cryptorchidie. Mais le fait de garder les testicules en place jusqu'à l'âge adulte permet à la puberté de se réaliser normalement. Ce syndrome du testicule féminisant est actuellement appelé syndrome d'insensibilité totale aux androgènes ou encore pseudo-hermaphrodisme masculin. Ce syndrome est dû à une mutation du gène codant le récepteur des androgènes et de très nombreuses mutations possibles ont été décrites pour ce gène. Ainsi, la mutation d'un gène peut finalement avoir des effets comparables à ceux de la source de Salmacis qui transforma un jour le bel hermaphrodite en un être bisexué. Et une mutation du gène du récepteur des androgènes peut ainsi être responsable de la formation d'une femme qui était pourtant destinée génétiquement à devenir un homme. Ma prochaine chronique débutera avec le personnage de Pénélope en train de tisser sa toile en attendant fidèlement le retour de son époux Ulysse, et cette chronique nous conduira à la découverte d'une enzyme étonnante qui efface le temps.